Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bienvenue au podcast Le 13e étage. Je suis Jean-Philippe Jalbert, animateur, investisseur immobilier. Encore la chance, l'honorable chance d'avoir Marie-Éléonore comme co-animatrice aujourd'hui. Merci beaucoup, JP. Salut. Et moi aussi, c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien. Toujours. Pour les gens qui n'auraient malheureusement pas écouté les derniers épisodes ou l'introduction, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vous me décevez. Je suis investisseur immobilier depuis 5 ans maintenant. Et je suis également agente correctionnelle au fédéral chez les hommes. Excellent. Aujourd'hui, on a des sujets vraiment intéressants à discuter avec notre invité. On va parler des petites unités en immobilier et leur clientèle. Cool. On va parler de cohabitation, de financement alternatif et de plein d'autres choses vraiment intéressantes. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Charles Goyesh, qui est cofondateur et chef du développement des opérations chez Rebelle Hôtel. Comment ça va, Jean-Charles? Ça roule. Merci, JP. Excellent. Salut, Marie. Salut! Pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais beaucoup de choses. Ben, on Non, a tout le temps. Je travaille sur un rêve, finalement, qui est en train de se concrétiser, qui est la mise en place d'une société d'investissement qui se nomme Rebelle Hôtel, finalement, qui fait de l'investissement assez diversifié. On fait du petite unité, de l'éco-resort, de l'hôtellerie. C'est le hybride actuellement, là. Quand tu parles de petites unités, ça veut dire quoi, ça, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi? En termes de pieds carrés, c'est du 300 pieds carrés et moins. OK. C'est habituellement des studios, 1,5, 2,5. OK. Hôtel, donc une chambre d'hôtel avec tous les services qu'on peut connaître autour d'une unité. Donc finalement, c'est de déconstruire le mode de vie qu'on a habituellement, qui est une maison, un garage, une piscine, puis d'essayer de réunir les mêmes espaces partagés avec des espaces privatifs, nous. Excellent. Puis Eco-Resort, ça veut dire quoi pour les gens qui nous écoutent? Resort, c'est vraiment un centre de villégiature, finalement, qui nous, notre éco-resort, c'est la tendance à faire un immobilier éco-responsable. Donc, avec une approche d'écotourisme, vraiment de permettre aux gens de faire une immersion en nature, immersion dans une habitation qui est de type écologique, soit par ses fonctions de localisation avec le soleil, avec l'éco-énergie, donc des énergies alternatives, ou tout simplement sur un site qui laisse une empreinte écologique minimale, finalement. Super. Parle-moi de ton parcours un peu. L'éducation, ton parcours en affaires, parce que là, on parle de ce projet-là, mais auparavant. Mais dans le fond, tout est dans tout. Hein? Exactement, c'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui commence du jour au lendemain entrepreneur. Il y a toujours un parcours, puis il y a différentes épreuves. Parle-moi un petit peu de tout, dans le fond, d'où ça vient, ce concept-là de devenir entrepreneur. C'est quoi ton passé professionnel? Tu sais, moi, j'ai presque... Je vais tourner 60 la semaine prochaine. Donc, non, mais c'est ça. J'ai 35 ans, mais malgré ça, j'ai comme tout le temps travaillé. Moi, je pense à ma première business, j'avais 14 ans, là, j'avais une run de gazon, tu sais, puis même je pense que j'avais comme, en fait, 10-12 ans, là, finalement. Puis tout le temps travaillé, 16 ans, boss boy, puis jouer au football, donc j'avais quand même une discipline, très rigoureuse au niveau, le foot, c'est comme 5 jours de pratique, un jour de game, un jour de match, pardon. Oui. Donc, il y avait une approche très disciplinée. L'été, je collais, je travaillais. C'était la restauration, l'hôtellerie. Donc, la première partie de ma vie, là, les 10 premières années au niveau, parallèlement à mes études, c'était l'hôtellerie qui m'a vraiment allumé. Tu sais, je suis un fils d'un hôtelier. J'ai toujours baigné dans ce domaine-là. Fait que ça l'a resté en moi.
malgré le fait que je trouvais que je manquais quand même les plaisirs de la vie. Là. Tu travailles l'autre bord du bar, donc tu n'es pas l'autre bord du bar, finalement. C'est ça. Il y a comme un edge où, pendant que tes amis dépensent leur argent, toi, t'en fais, ça, c'est le fun, mais de l'autre côté, ils ont du plaisir, toi, tu travailles. Donc, ce petit edge-là fait que... Puis tu sais, justement, la famille, ma famille travaillait là-dedans, mes grands-parents, mes parents. Donc, j'ai jamais vraiment vu mes parents, moi, le samedi soir. Là, ça a tout le temps été... eux, ils travaillaient. Puis c'était... Ce rapport-là à l'hôtellerie, pour moi, il y avait comme une petite amertume. Mm-hmm. Donc, je me suis détaché de ça. J'aimais quand même le contact avec les gens. Tu sais, quand tu es serveur, disons, ou bartender, peu importe, mais tu viens à conseiller malgré tout, là, sur le menu, sur le vin, sur le drink, sur la place sur la terrasse. Il y a comme un côté peut-être vendeur, entre guillemets, mais qui s'est transformé beaucoup plus en la science derrière ça, ou le côté plus mathématique de la chose, puis c'est ce qui est à la base le marketing, finalement. Puis, moi, j'ai tombé dans le marketing, je pense que j'avais, 22, 23 ans à l'université. Ça a tout comme... ça s'est embriclé. Puis j'ai fait un genre de 10-12 ans en marketing, en commercialisation, dont un 7 ans en marketing immobilier. Vraiment, commercialisation de biens immobiliers, de services immobiliers. Donc, je travaillais pour des courtiers immobiliers, des agences immobilières, des équipes immobilières, puis dans le haut level, là, des 500 transactions par année et plus. Là, donc, c'est du gros volume, puis ça permet de voir l'échantillonnage que tu fais quand tu appliques une stratégie, puis tu as un échantillonnage. Ah, tout à fait. Ça fait un gros levier. Là. Justement, dans la science, il y a des erreurs, il y a des tests, il y a des hypothèses. Pour moi, on fait une offensive, il y a des trucs qui fonctionnent vraiment, vraiment bien, puis il y a des trucs moins bien. Mais bref, tout ça, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de bagages pour... à toute fin pratique, mettre en place un plan d'affaires redoutable. Est-ce que tu fais encore ça ou c'est que tu as arrêté ça combien de temps pour maintenant te spécialiser dans tes projets? Oui, ça fait 2 ans que j'ai tiré bon. En fait, on a pris genre de 6 mois pour se construire une maison familiale, famille reconstituée. On s'est comme refait une vie en sommet de montagne. Là, donc, construire une maison bien paisiblement. Moi, je suis pas très marteau. Là, donc, pour moi, il y avait quand même un défi. Puis, il y avait un petit côté gentleman farmer là, dans tout ça. Là. Il y avait un petit côté provincial là, que j'avais envie d'appliquer. Puis c'était quand même un défi pour nous. Il y a des conteneurs dans notre maison. Là, on a appliqué plein de trucs. Là, des murs rideaux, des planchers de béton. On essayait des trucs vraiment spécialisés. Donc pour nous, il y avait quelque chose de vraiment agréable. Puis je voulais prendre le temps de faire ça. Puis pendant cette période-là, pour nous, ça a été aussi un moment où on a concocter notre plan d'affaires, vraiment de créer un plan d'affaires qui était pour moi essentiel pour une ascension rapide. T'sais. Puis pour nous, c'était clair que en lançant Rebelle Hôtel, c'était une croissance accélérée. C'était l'objectif, c'est l'objectif. Puis encore aujourd'hui, c'est accéléré selon certaines normes, mais pour nous, il y a place au Red Bull. Là. Pas encore assez. Non. Excellent. Mais parle-moi donc de ce plan d'affaires-là. En fait, c'est quoi que ça fait exactement Rebelle Hôtel? Là, tu m'avais marqué Hébergement Rebelle, Eco Resort. Parle-moi un petit peu de toutes ces compagnies-là. Comment c'est venu à... Parce que là, tu étais en marketing. Tu faisais de l'immobilier quand même, veux pas. Puis là, tu te dis, mais là, je m'en vais vers ça. Comment l'idée est venue de ça? L'idée de faire Rebelle Hôtel à la base, c'est la réflexion théorique sur comment faire de l'immobilier. Puis on s'est croisés dans des retraites de formation, du développement. Moi, je suis un amateur de développement personnel, professionnel. J'ai toujours été ou bien coaché ou mentoré très, très de proximité, là, de manière régulière. Puis pour moi, le plan pour monter un barbecue, il est essentiel. Comme il y en a beaucoup qui ne l'ont jamais déballé ou ils se ramassent avec des fils, puis à ce moment-là, ils le prennent. Là, puis j'ai un de mes fils qui est comme ça. Puis c'est bien correct. Là, il montrait le barbecue en le temps de le dire. Mais moi, le plan, il est quand même essentiel. Puis on a mis sur papier
nos forces. Parce que, tu sais, je suis vraiment pas toute seule là-dedans. Là. J'étais avec Laurence, ma femme, finalement, qui pilote ça côte à côte avec moi. Là. On est deux. C'est un projet c'est un projet de couple. Essentiellement, nous, on a des forces qui sont complémentaires, mais qui avaient besoin d'être bien définies. Donc, on a vraiment pris le temps de définir un modèle d'affaires qui était, réplicable, périn et axé sur une certaine performance. Donc, on était capable d'avoir un objectif tangible et accessible pour nous, avec nos compétences, avec nos aptitudes, puis notre mindset, avec notre faisabilité dans ce projet-là. Donc, pour nous, il y avait une direction. C'est comme ça qu'on a créé Rebelle Hôtel. C'est pas le moule muffin, j'ajoute un 6-plex ou un 12-plex, je l'optimise, je le refine. Pour nous, ça cadrait pas. Le côté marketing, pour moi, il était bafoué. Comment pouvoir mettre à plein escient toutes nos compétences? C'était ça la grande réflexion derrière ça, finalement. Tout à fait. C'est quoi les services qui sont offerts à ces business-là? En fait, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde exactement qu'est-ce que tu fais au niveau de des unités que tu loues, que tu vends. Parle-moi un petit peu du modèle d'affaires, puis c'est quoi exactement? Dans le fond, les critères d'investissement, je peux parler comme ça dans le fond. Nous, c'est principalement dans un corridor de villégiature. Okay? Donc, pour nous, location, là, pour nous, il y avait une réflexion à faire ou bien on est près d'un cours d'eau, d'une montagne, d'un lac, d'une piste cyclable, d'un parc d'envergure. Donc, pour nous, il y avait un rapport à la villégiature qui était primordial. Puis dans un deuxième temps, c'était un pôle institutionnel. Donc, ou bien près d'un hôpital ou d'un centre de formation postsecondaire. Donc, on peut penser à un cégep, université ou centre de formation professionnelle. C'était à la base. Maintenant, il y avait d'autres critères en termes d'unité. Là, on s'est mis des minimums au niveau de nos unités pour le type d'effort. Ça, c'était à la base. Donc, tous nos actifs sont ou bien près d'un cours d'eau ou bien devant un hôpital ou un cégep. Fait que ça, c'est du moment que là, on a l'actif, on développe notre modèle de clientèle parfait qui va justement être en symbiose avec l'actif. Donc, je donne un exemple. On est à côté du cégep, disons, de Sorel-Tracy. Notre clientèle est nécessairement une clientèle étudiante. Donc, la clientèle qui va aller fréquenter cet immeuble-là va être desservie par des services appropriés pour le dépassement de soi, pour avoir un environnement propice à étudier, à être dans une certaine quiétude, à être dans un endroit où la mobilité est facile, où le coworking est facile, où l'étude est mise de l'avant, finalement. Donc, tous les détails qu'on peut s'imaginer, puis tu sais, nous, on fait un laboratoire là, tout le temps. On aime ça comme mettre de l'avant, tu sais, un de nos immeubles est près d'une trail de vélo, puis tu sais, on a vraiment un setup pour entretenir le vélo à l'extérieur, le compresseur, là, tu sais, les petits outils, l'abri pour l'hiver, parce que les gens ils font du fat bike. Fait que bref, tu sais, nous, il y a vraiment une réflexion en profondeur des types de services appropriés à la clientèle ciblée selon nos actifs immobiliers. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une approche qui est complètement différente de la plupart de l'immobilier. Tu sais. C'est vraiment, vraiment super le fun. J'ai goût que tu me parles de la problématique ou des enjeux que tu as vécu dans ton parcours entrepreneur, dans tes business. Les principales problématiques, c'est toujours la gestion de la croissance. Moi, pour moi, là, ça a toujours été la gestion de la croissance. D'avoir une croissance soutenue implique nécessairement d'avoir un plan qui t'amène à pas nécessairement aller à ton plan A ou B. Hein? Des fois, on se rend au plan J. C'est pas. Mais assurément, on s'en va pas de plan. Tout à fait. Ça, c'est.
tu t'en vas à un endroit que tu connais pas, puis tu as oublié de charger ton GPS, puis ça peut être vraiment long de rendre finalement, tu sais. Puis ça, c'est ce qu'on cherche à éviter le plus possible dans les parcours entrepreneuriaux, mais c'est impossible que tout aille bien. Là. Non, mais Ça, c'est sûr et certain. c'est juste impossible. Ça, c'est pas ça d'entrepreneur. c'est ça. En fait, c'est comment convertis-tu les opportunités, ou c'est dans l'adversité que tu découvres les champions. Là. Ouais, exactement. Comment tu transformes les problèmes en solutions? C'est exactement ça. Fait que pour moi, les principaux défis ou enjeux que j'ai eus dans mes autres business ou dans cette business-là, ça va être, 1, la gestion du changement, puis 2, la gestion de la croissance. T'sais, autant avec mon banquier, on les connaît toutes, là, c'est le fameux cap là, de 1.2 avec la Fed, puis tout le temps de gérer la croissance. Ben ça, c'est omniprésent. T'sais. Fait que ça, c'est un défi de taille parce que toutes les ambitions, toute la volonté que tu peux mettre en place pour frapper ton objectif, pour atteindre la performance que tu visualises, que tu as envie d'avoir, peut être freinée par des agents extérieurs. Puis ça, c'est pas nécessairement par de la jalousie ou par du mépris des compétences, mais c'est souvent pour contrôler le risque de l'hypercroissance, tu sais, ou de la croissance non soutenue. Tu sais. Puis ça, c'est pour ça qu'on s'entoure de professionnels. Tu sais. Puis nous, c'est au moment où on se pense, c'est le conseil ou l'astuce numéro 1 qui nous rapporte le mieux. C'est l'équipe qui nous soutient est phénoménale. Tu sais. C'est comme ça qu'on réussit à percer tous les chapeaux de croissance puis tous les plateaux qu'on peut atteindre. C'est grâce à notre supra, là, notre le réseau. Le réseau, Ouais. le supra-local, si on veut. Là, autour de notre groupe, de notre noyau, on a des intervenants professionnels qui sont très, très, très compétents dans chacun de leurs domaines, puis ils apportent, eux, tout le temps l'ingrédient magique pour nous permettre d'arriver au prochain niveau. Tu sais. Dans les réponses que tu m'avais marquées, tu m'as marqué enjeux liés à la famille. J'avais vu 6 enfants. Ouais, on est fous de même. Ouais, parle-moi de ça. C'est quand même assez unique. C'est un défi, c'est un défi colossal pour être un leader de famille des plus exemplaires possibles. Ben, on a dû modeler notre horaire, notre façon de travailler en conséquence pour être en mesure d'être très présent finalement dans la vie de 6 petits fous là, finalement. Là, donc pour nous, il y a quelque chose, au-delà du suburban, là, il y a quelque chose de fou à avoir comme 6 enfants. Là, donc le rapport à la meute, à avoir des jeunes qui nous observent avec des yeux d'admiration, mais il y a une responsabilité qui vient avec ça. Puis cette responsabilité-là, elle est couplée à la responsabilité de chef d'entreprise. Puis elle est couplée à la responsabilité de propriétaire, tu sais. Donc, ton rapport au résident, au locataire. Fait que, tu sais, des chapeaux, puis je pourrais dire aussi mes banquiers. Là. Donc, tu sais, on vit beaucoup de chapeaux, tu sais. Mais moi, en tout cas, mon chapeau le plus symbolique ou significatif, tu sais, c'est mon chapeau de père, là, de conjoint, de mari, de chum. De partenaire aussi. De partenaire. Mais oui, mais avant d'être un partenaire, tu sais, je suis un amoureux. Là. Mais ouais. Ça, j'ai goût de t'entendre là-dessus, justement, parce qu'on a eu Geneviève et Louis qui sont de Luxe Image aussi, qui sont en couple, en business. Ils sont vraiment cute. Oui, ils sont cute. Mais en fait, c'est quand même un sujet qui est important. Comment c'est de travailler avec sa conjointe, sa partenaire de vie, de ton côté? C'est la plus belle chose qui peut pas arriver finalement. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment quétaine. Ce que les gens savent pas, c'est que sa conjointe, ta femme, en fait, est dans la salle. Fait que là, je me dis, vas-tu dire les vraies affaires ou... Non, mais justement, là, tu sais, il n'y a plus de secret. Non, mais il n'y en a plus de secret rendu là. Non, mais le 1 + 1 = 3. Tu sais, c'est cliché, là. C'est kitsch, là, si on peut dire, mais c'est
c'est tellement significatif pour moi comme image de notre dynamique, de notre duo, tu sais. Nous, on se compense, tu sais, on se balance, on s'équilibre, puis on réussit à performer de manière beaucoup plus intense que si on était en silo dans chacun de nos expertises, tu sais. Ça, je sais que tu partages ta business avec des membres de ta famille. Tu sais, il y a quelque chose de très symbolique aussi là, dans ton why. Là, Ben tu sais. oui. Pourquoi tu fais tout ça finalement? Là, tu sais, je parle de la famille, je parle des résidents, je parle de mes banquiers, là, mais on top of that, là, c'est pour avoir de l'air sharp devant ma femme. C'est comme ça, il y a un c'est ma fan et pour moi, j'ai une responsabilité aussi dans ça, tu sais, d'être à la hauteur de ses attentes finalement et vice-versa. Tu sais. Donc ça, pour nous, ça nous amène à être très pompé, là, tu sais, motivé, exactement, là, tu sais, dans tout ça. Fait pour moi, ça, c'est que positif. Là. La seule chose, c'est sûr qu'on a vu le dark side, qu'on n'aurait peut-être pas vu si on avait été ensemble dans une business, tu sais, mais ça, c'est l'intensité, c'est parce qu'on est très intense puis on fait nos trucs à 180%, là, tu sais. Fait que ça fait partie d'un couple, ça fait partie d'un partenariat aussi dans n'importe quel business. Mais j'ai une petite question, Jean-Charles. Tu parles du why, c'est super intéressant. Mais est-ce que ça a toujours été clair dans ton parcours que c'était ça ton why à toi? Tellement pas. Ah, intéressant. Tellement pas. Moi, j'ai comme... Je l'ai pris sur le tard, le why, tu sais. Je l'ai pris sur le tard, mon why, puis encore aujourd'hui, tu sais, justement, on fait beaucoup de développement, on lit... on est dans une grande spirale de la sémantisme La sémantique. Oui. Pardon. La sémantique On mettrait la du définition. succès. On mettrait la définition. Je ne sais même pas c'est quoi. C'est quoi en fait dans le fond? C'est à la base même, les fondements. Les fondements, oui. Les fondements du succès. Ou tu sais, les coachs de succès. Donc là, on est rendu comme juste après la Première Guerre, tu sais, les pères fondateurs des guides de motivation, entre guillemets. Là. Tu sais, les Napoleon Hill, puis vraiment ceux qui ont un peu émergé cette... Puis eux, le why, justement, était vraiment à la... Comment je peux dire ça? C'était l'objectif, finalement. Parce que le succès sans objectif, c'est un peu trop nébuleux, tu sais. C'est aujourd'hui qu'on réfléchit de plus... Tu sais, pour moi, c'est très ancré en moi le désir de vouloir plaire à l'être cher, là, que ce soit mes enfants, ma mère ou ma femme. J'ai toujours souhaité ça avant une fortune ou avant quoi que ce soit d'autre. Là, donc, pour moi, le why, il était là, mais il n'était pas conscient. Il était un peu dans l'inconscient, ce gros pourquoi-là. T'sais. Intéressant. Moi, j'ai toujours dit, là, puis ça me fait penser exactement à ça, qu'est-ce que tu dis. Le why, ça devrait toujours être centré sur les humains. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu fais ça, je veux faire de l'argent. Mauvaise réponse. Deuxième essai, je veux avoir la liberté. Mauvaise réponse. Parce que la liberté, là, dans le fond, le why, là, ça devrait dire la question qui franchit par la suite, c'est je te donne tout l'argent que tu as besoin, tu fais quoi de tes journées? C'est ça le why. L'argent, c'est une conséquence. Ben oui. Absolument. Ben absolument. On poursuit sur les enjeux, entre guillemets. Tu m'as parlé de TDAH. J'ai goût que tu me parles de ça. Parce que maintenant, aujourd'hui, on dirait que tout le monde fait du TDAH. J'ai goût de savoir qu'est-ce que ça a été comme enjeu pour toi, puis comment tu le combats ou comment tu vis avec ça? C'est une bonne question. C'est pour ça que je suis là. Ouais, t'es bon, l'homme des vraies questions. Hey, on parle des vraies affaires ici, là. Absolument. Tu sais, moi, j'ai pas été un enfant ritalin ou, tu sais, je l'ai été vite diagnostiqué. Puis pour moi, le sport et l'activité physique et le travail ont été comme la manière où je me suis rendu très fonctionnel avec cette condition-là, je peux dire. Puis pour moi, c'est vraiment... c'est pas une embûche ou c'est pas un frein. Là. Au contraire, je pense que c'est un petit pouvoir ou un petit don. Là. À la limite, comme tu dis, on sent qu'il y a un peu une émergence ou je sais pas, une genre de forme de grande ouverture autour de ça. Puis pour moi, je trouve que c'est quand même précieux d'en parler parce que on a été souvent comme mis de côté
ou en tout cas, moi, j'ai été vraiment souvent mis dans une boîte que je ne voulais pas être mis, donc de manière non appréciée. Là, parce que, justement, pour moi, l'hyperactivité ou être un petit piston quand j'étais un enfant, ben c'était ça mon état. Là. Je veux dire, je suis comme ça, je prends pas de Red Bull ou de drogue. Là, justement, c'est mon état naturel d'avoir beaucoup un flux d'idées, puis finalement, je les canalisais dans le marketing. Au final, les gens me payaient très cher dans la vie pour avoir des idées. Là. Jean-Charles, j'aimerais que tu penses à une stratégie avec ça. Pour moi, ce rapport-là à l'imaginaire, à l'imagination, à la créativité, à la production de différentes idées, aujourd'hui, ben, ça se traduit dans faire 2-3 choses en même temps. Là, pas nécessairement. On est tout un peu TDAH, je pense. Au final, à la base, là, je crois que l'entrepreneur. Moi, je pense aussi. L'entrepreneur est. En fait, le TDAH est souvent destiné à sa vie en société comme un self-made, comme un entrepreneur au final. Fait que je pense plus, tu me dis on l'est tous, je crois que ton entourage l'est tout. Je pense nous, on se rassemble. Moi, je travaille avec des courtiers immobiliers. Je pourrais te dire que les courtiers immobiliers le sont tous. mais c'est une grande généralité. Je déteste tomber dans les généralités. Mais au final, c'est plutôt l'état de quelqu'un qui a un genre de trouble de l'attention va amener à avoir des réflexes pour être fonctionnel en société. Des réflexes qui les amènent à avoir des aptitudes qui vont éventuellement les amener à avoir certains champs d'expertise. Puis bien, ceux qui se connaissent bien performent très, très, très bien avec cette condition-là. Fait qu'au final, pour moi, il y a juste comme une grande loupe qui est importante à faire, qui est d'apprendre à te connaître, puis connaître tes limites, connaître tes faiblesses. Parce que, de toute évidence, moi, il faut que je me lève très tôt, parce qu'à moi, à 2h, 3h, je casse. Je le sais que si je fais pas un sport ou je fais pas un exercice d'après-midi, je peux pas faire du transformationnel l'après-midi. Il faut que je fasse du transactionnel, des trucs très on parlait de gestion de temps, mais pour moi, c'est justement la gestion de mon temps a été le pivot pour être performant avec cette condition-là, entre guillemets. T'sais. Pour les gens qui ne sont pas des TDAH, actuellement, je pense qu'ils sont jaloux de ne pas l'être parce que écoute, comment il l'a décrit, c'était comme une romance. C'est comme, c'est cool, la TDAH. C'est une condition extraordinaire et pourtant. Non, mais il y a le meilleur des deux mondes, mettons. Là. Exactement. Les TDAH sont très, très, très connus pour être créatifs, et avoir une imagination qui déborde, mais c'est plus dans la structure des choses que ça. Certainement. C'est problématique. Tes plus grandes forces, tes plus grands succès? Plus grand succès, c'est assurément d'avoir cimenté cette famille, finalement, d'avoir recomposé une famille. Là. Ça, c'est un moyen défi dans la vie. Là. Et, pour moi, d'avoir réussi à faire en sorte qu'il y ait un arrimage spectaculairement bien, agréable pour tous. Pour moi, ça, c'est un symbole très, très fort. Pour moi, là, ça l'éclipse à peu près tous mes petits succès en bout de ligne. Pour moi, ça, c'est vraiment... Puis c'est en continuum, là. On va se comprendre. Sont quand même en jeune âge. Mais même les coparents, on a quand même une très, très, très bonne relation avec les coparents. Donc, pour nous, toute cette grande famille élargie-là, avec notre mode de vie entrepreneurial, c'est un succès, ça. Puis c'est un succès comme vraiment notable qui est absolument qui est indifférent à tout le monde dans la vie. À part pour je suis pas d'accord. Moi, je trouve ça, je t'écoute puis je suis comme, c'est tout à ton honneur. Parce que dans la vie, derrière l'entrepreneur, il y a un humain. Si l'humain, c'est toujours de la merde, puis toujours en train de gérer des crises, puis gérer l'ex, puis la maudite ex. Moi, il y a un de mes chums, François, qui est sur le show, François Lamarche, qui m'a toujours dit, j'ai pas réussi mon mariage, mais j'ai réussi mon divorce. Puis tu sais, il s'entend, je pense, quasiment mieux avec son ancienne conjointe. Ils ont les mêmes valeurs. C'est pas rien. Là. Tu dis, le monde s'en fout. Au contraire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un trophée. C'est pas, on se pavane pas en disant j'ai réussi ma recomposition. Pour moi. Pourquoi pas? Ça devrait être ça, en fait. Oui, parce que quand on regarde les statistiques, c'est pas tout le temps rose, là, les familles recomposées. Fait que, c'est...
D'où vient le Chapeau. défi, en fait? D'où vient le fait qu'on a en tout cas, j'en ai fait pour moi une priorité puis un réel une réelle objectif, tu sais. Ouais. Au final, ça fait que, tu sais, ça, c'est vraiment une de mes réalisations à toute fin pratique. Tu sais, c'est sûr que d'avoir fondé un business sur mesure avec mon amoureuse, pour moi, ça, c'est une réalisation en soi. Maintenant, j'aimerais mieux... Tu sais, pour moi, la réalisation, ça va être avec un recul. Tu sais, c'est dans 10 ans que, tu sais, que j'aimerais dire Rebelle Hôtel est une... On va te réinviter. Oui, excellent! Tu vas avoir la page chouchou. Mais super. Dis-moi, au niveau de ta plus grande qualité. Wow! Une autre bonne. Hein? Ouais, très bonne question, ça. Ma plus grande qualité. Je suis ponctuel. Non, absolument pas. Ça, c'est la réplique de gars de base. Oui, c'est ça. Il y a comme des, ouais? des criquettes, là. T'as pas des sons, Ouais, j'ai des ça? sons, mais je les connais pas toutes par cœur encore. Mais... Non, ma plus grande qualité, je te dirais, c'est probablement mon agilité. Tu sais, la capacité à s'adapter à des situations qui sont à toute fin pratique tu sais, improvistes. Donc, ça, la capacité adaptative, on l'a tous un peu, là, entre guillemets, mais cette agilité-là, ça m'a toujours très, 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 très bien servi. Ouais, j'ai envie de te répondre ça. C'est une des plus grosses qualités d'un entrepreneur, en fait. Ça me sert bien, en tout cas. De pouvoir être agile, en fait, qui est Ouais, capable de se ouais. retourner rapidement, Facilement. gérer Ben des oui. situations rapidement, Ben oui. pas se laisser abattre. Où tu te vois dans 5 ans? Ah, boy, je voulais pas cette question. Elle est où, cette question? Je l'avais pas préparée, cette question. C'est pour ça que je n'en ai pas tout le temps. Donc, il faut avoir des petites surprises un peu, là. Wow, je me vois dans 5 ans. C'est plate. On a parlé en plus dernièrement, puis c'est très... tu sais, j'ai un plan quinquennal, là, tu sais, C'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est sûr que c'est planifié. là. Oui, non, il y a une planification stratégique. Tu sais, j'ai un plan de où la business va être, où on s'en va avec Rebelle Hôtel, tu sais, mais en tant qu'individu, je me vois vraiment plus formé, sophistiqué, raffiné dans notre expertise qui est de plus en plus ciblée dans le tourisme, finalement, tu sais, on flirte beaucoup avec une autre industrie qui est l'immobilier, okay? qui est le tourisme, qui est l'hôtellerie. Puis, dans nos actifs, on veut vraiment, nous, là, briser les deux ensemble puis faire comme, tu sais, une couleur, finalement, là. Tu sais, prendre le rouge, prendre le bleu, puis se faire un mauve électrique, là. Tu sais, pour nous, il y a... Fait que tout l'apprentissage au niveau du tourisme 2M, là, avec la nouvelle... encore, hier, j'ai écouté une grosse formation avec la ministre de la Tourisme, du tourisme, pardon. Puis, pour moi, il y a énormément d'apprentissage parce qu'on est dans un pivot mondial. Là, c'est pas dire « Hey, qu'est-ce qui se passe en Europe, aux États-Unis? » C'est toute la planète revit quelque chose de spectaculaire et de nouveau, là. C'est pour le tourisme, pour plein d'industries. Pour tout en général, c'est jamais vu. Là, mais des avions cloués au sol, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est du jamais vu. Puis d'aller à Ronde à côté de quelqu'un que tu ne connaissais pas, c'est vraiment pas cet été qu'on va faire ça. Là, cet été, on est en 2021. Donc, il y a quelque chose d'unique. Puis pour nous, ben, le tourisme, ça a quelque chose de... on a besoin de se nourrir. Puis on tente de plus en plus vers des projets de grande envergure, donc de très grande envergure même. Donc pour nous, il y a un apprentissage juridique très important à maîtriser dans ce type d'actifs immobiliers-là. Donc pour nous, présentement, on est en grosse immersion parce qu'on est dans quelques transactions actuellement de grande envergure, puis c'est une autre machine. Là. C'est vraiment une autre machine où actuellement, on a beaucoup d'apprentissage. Donc, pour moi, l'apprentissage, tu sais, dans 5 ans, je me vois très
éduquer dans finalement dans notre business model. Vraiment inspirant, tout ça. Vraiment. Les conseils que tu donnerais ou les qualités, selon toi, que ça prend pour être un bon entrepreneur? De continuellement se fixer des objectifs. T'sais, on ne dira jamais assez. Là, il y a plusieurs qualités. Là. La discipline, justement l'acharnement au travail, de mettre sur papier les targets, justement les objectifs pour atteindre un succès. Pour moi, ça, c'est essentiel. Mais on ne le dira jamais assez, comme l'éducation et le réseau de contacts sont essentiels. Puis ça, tant aussi longtemps que tu n'as pas de connaissances, pas de contacts, ton projet, il est pas facile à lever. C'est pas impossible, là, parce que moi, ce mot-là, on me l'a trop souvent dit, puis c'était bien plus du fuel que d'autres choses. T'sais. Mais contact, connaissance, contact, connaissance, contact, connaissance, pour moi, c'est ça qui va te rendre comme profitable, finalement. T'sais. Tout à fait, puis c'est souvent ça qui est le plus instructif ou le plus formateur, c'est de prendre des gens qui sont, moi j'aime ça dire meilleurs que toi, qui t'apportent des connaissances. À un moment donné, moi je dis toujours, tout ce que tu me dis, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Une fois que tu me l'as dit, tu as une connaissance, on a une connaissance, on se donne nos connaissances, on a chacun deux connaissances, il n'y a personne qui perd rien. Fait que c'est souvent là, on voit souvent les formations, bien de gens qui disent moi je suis pas bon à l'école, je suis pas bon, moi m'asseoir dans une classe, ça marche pas. Moi, j'apprends beaucoup avec mon réseau. Les gens que je côtoie, hey, j'ai fait ça. Hey, tabarnouche, j'avais pas pensé à ça. Des fois, ça prend juste un morceau de pain, tu fais comme hey, tabarnouche, là, je suis parti. C'est un super bon conseil que tu donnes. C'est déjà le temps de la pause. Déjà 37 minutes, ça paraît-tu? Wow, t'es doué. Tu me fais parler comme jamais. C'est parfait. Fait qu'on va aller prendre un petit breuvage. Mais avant ça, n'oubliez pas, tous les épisodes sont disponibles sur le site web, donc le 13e étage 13enchiffres.com et sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On se voit après la pause. De retour de la pause avec Marie-Léonard. Hello! Et notre invité cette semaine, Jean-Charles Goyèche. Bon matin. Bon matin. En fait, on est rendu à l'heure du 5 à 7 pour Oh oui, on est rendu là. Là, on a pesé sur Rec parce que si on avait pesé sur Rec avant, ça aurait été excellent aussi. On commençait déjà à parler de plein de sujets. Plein de contenu. Fait que Jean-Charles Goyèche, qui est comme un gourou du mindset, du coaching, de la gestion de temps. On va commencer avec les sujets d'immobilier, peut-être. Pour commencer ça tranquille, on va le mettre en matière un peu. Parle-nous un petit peu de... Tu parlais de cohabitation, financement alternatif dans tu m'avais mis ça dans tes sujets. J'ai goût que tu me parles de ça rapidement. C'est un des principaux struggles dans l'investissement immobilier en tout cas dans notre branche. Puis je pense de tous les investisseurs, en fait. Dis-le. De tous les investisseurs immobiliers. Non, mais qu'on se le dise, là, l'argent dans l'immobilier, c'est à toute fin pratique l'ingrédient numéro 1. Le bon projet, le bon entrepreneur, mais le cash, puis comment trouver le cash, puis comment rembourser le cash que tu as trouvé. Tout ça, toute cette grande spirale-là... oui, je sais que tu es très doué, donc j'avais envie d'en parler avec toi. Doué, encore une fois, ça dépend. Mais parle-nous un petit peu de peut-être comment, parce que tu me parlais un petit peu que c'était un enjeu. J'aime pas le mot enjeu, mais une difficulté ou un petit... une embûche. Une embûche, exactement. Une embûche. Comment tu gères ça actuellement? Parce que tu as une compagnie qui est en grande croissance. Dis-moi un petit peu comment tu gères ça, comment tu vois ça de ton côté actuellement? Je peux faire une image, peut-être, c'est comme le 110 mètres haie. Ah, OK. Tu vois un peu où je m'en vais? Ça dépend quand tu passes en dessous ou par-dessus. C'est ça. C'est très bon. Si tu veux te rendre justement au finish, puis d'avoir un parcours parfait, il faut que tu t'entraînes, puis que tu pratiques. Puis nous, une des choses qu'on applique depuis longtemps,
c'est qu'on pratique de la business. Okay? C'est un peu un concept bizarre à dire, là, mais Non, je trouve ça excellent. on pratique de manière soutenue et régulière de closer des deals, de financer des deals, de closer des partenariats, de financer des actifs de plus en plus gros, de plus en plus complexes, de plus en plus prestigieux. Puis pour nous, ça amène à dire que quand on fait notre sprint 110 mètres bien, on a un enjambé parfait par-dessus nos obstacles. T'sais. Puis ça, si je peux revenir avec le fondement de l'exemple, c'est il n'y a pas un projet immobilier qui est facile, à part peut-être ta maison personnelle. Puis ça, c'est quand tu as beaucoup de REER, puis que tu as une bonne job, puis tu achètes une petite maison, pas en surenchère. T'sais. Mais à part ce scénario... Ça n'existe pas vraiment, ce que tu dis? Donc, toute chose n'étant jamais égale par ailleurs, c'est important de prévoir l'action d'embûche, finalement, pour reprendre le terme de Marie. Donc, pour moi, il y a un enjeu continu à pratiquer des modes de financement alternatifs. OK? Ce grand détour pour expliquer que nous, on a des actifs qui sont atypiques, qui sont souvent des changements de zonage, des changements de vocation, des changements d'usage, qu'il y a un repositionnement de l'immeuble au sein d'une communauté, que ce soit au niveau de la culture, vraiment locale, ou au niveau de, si on veut, du voisinage, puis de l'approche, si on veut, la clientèle, finalement. On va dire ça en revalorisation du secteur. Oui, c'est ça. Merci. Donc tout ça amène qu'on a des actifs immobiliers qui ont besoin d'avoir des financements qui sont de type B, donc des financements B ou des financements comptants. Donc, pour nous, qui à toute fin pratique une forme d'obstacle à chacun des bâtiments ou presque. Là. Donc, un hôtel, même s'il est rempli, là, puis je généralise parce qu'on n'est pas encore à analyser des deals comme le Reine-Élisabeth. Mais pourquoi pas? Assurément, non, mais c'est juste avant de gérer une opération de 500 employés, comme il y a quand même certainement. Ben, il y a des steps, là. Il y a des échelles, des barreaux à l'échelle, puis je veux certainement pas les débouler. Donc, pour nous, là, il y a certains actifs immobiliers qu'on analyse. Puis, ben, actuellement, les hôtels, ça se finance à 50%, pour prendre ça en exemple. Mais tu sais, un hôtel, ça fait beaucoup de cash flow. Sa valeur est disproportionnée à son coût de construction. Oui. Tu sais, à sa valeur sec, là, si on peut dire. Tout à fait. Donc, le 50%, là, l'autre 50%, là, comment tu le finances? T'sais, c'est une autre business, ça, en soi. Puis d'être profitable dans un actif qui n'est pas sécure et prudent, entre guillemets. Oui, on s'entend. Surtout actuellement, dans le Mais qui est contexte actuel. Qui est un peu au gré du vent du tourisme. À tout point. Puis ça l'implique d'être très créatif et discipliné, rigoureux, épaulé et d'avoir assurément une équipe qui nous amène vers cet objectif-là de refinancement. Donc, nous, on a certains partenaires, on est polypartenaires. Donc, on a plusieurs partenaires sur différents projets, c'est-à-dire des partenaires sur plusieurs projets. Et les partenaires ont aussi à contribuer de manière ou bien financière, ou bien en gestion de tâches, finalement. Donc, pour nous, une des formes de financement, c'est le partenariat. Okay? Il y a la forme de capitaux, donc lever des capitaux avec dispense. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a une forme d'investissement propre qui se fait par des gens extérieurs.
Donc, ça, c'est une de nos formes de financement. Et le prêt privé, finalement, aussi. Là. Donc, du prêt, de la gestion de risque, là, du prêt sur des projets en attente d'un refinancement conventionnel ou sèche. Financement temporaire, dans le fond, pour stabiliser l'immeuble. Mhm. Excellent. Maintenant, là, le vrai sujet. Oh, Oh. La gestion de temps. Quoi, on n'était pas dans le vrai sujet depuis tantôt? Ben oui. Mais là, Jean-Charles, moi, je t'ai connu dans un atelier de la gestion de temps, mindset, performance. J'ai goût... En fait, j'ai pas le goût. Là. J'ai littéralement vraiment le goût de t'entendre parler de ça. OK. Où tu veux commencer? Parle-moi de ta routine. Oh boy. Ma routine. Pourquoi vous voulez savoir ma routine? C'est mon petit jardin secret. Là. Mais là, t'es le maître de la gestion Pas de temps. tant, là. OK. Là, comme je disais un jour, j'ai écrit déjà 2 livres sur le sujet. Donc, Ben, justement. non, c'est pas vrai. Donc, fondamentalement, pour moi, le matin, c'est un moment, c'est un rituel qui est très précieux pour avoir une journée en santé, une journée réussie. Tu sais. Puis on en parlait un peu tantôt, c'est un peu pour pallier à une forme de déséquilibre suite justement à mon apprentissage à être fonctionnel avec un TDAH. Donc, pour moi, avoir un horaire très régulier, très soutenu, avec des objectifs et des petites missions prédéterminées, ça m'a permis d'être très performant dans la vie. Puis c'est vraiment en chum puis entre amis que j'ai commencé à partager mes petits trucs. Puis c'est comme ça, tu sais, moi, ça me fait rire quand on me positionne comme gestion de temps. Ma mère, ça va la faire rire. Ben, ça la fait rire, c'est pas grave, mais moi, quand même, la routine, c'est parce qu'on s'est connus, puis moi, autant que des fois, ma routine est vraiment pas stable, puis il faut que je l'améliore, puis je disais ça il y a un an, puis là, il faut vraiment que je le fasse, parce que là, je viens avoir tellement de projets, puis tellement de trucs. Tu m'as parlé tantôt de transformationnel versus transactionnel. Ouais. Explique-nous ça un petit peu, comment tu vois ça, puis tu peux parler d'un exemple de ta routine, tu sais, tu as Ben, une heure précise, tu as ton 20 minutes, tu as ton... Oui, bien ça, on avait parlé, puis ça, je trouve ça vraiment agréable. Tu sais, moi, dans le fond, le matin, on se lève environ à 4h, 4h15. Entre 4h et 5h, c'est notre me-time. Là. C'est un moment où on fait certains développements spirituels, certains de la lecture, un peu d'exercice, rien de hard, là, vraiment du rameur ou même des fois, je vais juste déneiger l'auto ou aller marcher. On est en forêt, donc aller marcher ou aller voir, on fait de l'érable de ce temps-là, fait que c'est d'aller voir mes jardinières ou quoi que ce soit. Fait que c'est très soft, c'est juste dégourdir mon corps, dégourdir mon esprit, prendre un petit moment pour m'éveiller, finalement. Là. Moi, c'est vraiment un moment où je m'éveille. Il n'y a pas de presse à ce moment-là. J'ai un rendez-vous à 5h à tous les matins avec je dis des boys, mais on a 2 filles. On a un mastermind de 5 à 6. Donc, le matin de 5 à 6, c'est un moment où j'échange des idées avec d'autres immopreneurs 5 jours semaine. Là, eux, ils se réunissent aussi le samedi, mais moi, c'est mon moment famille. Là, fait que je l'ai pris, je le prends congé finalement du mastermind. Mais 5 à 6, c'est mon... C'est pas un boys club, comme je dis, on a deux femmes dans notre groupe, mais c'est un échange vraiment sans prétention, puis on est toutes, on vient de différents secteurs du Québec. Fait que Puis est-ce que vous parlez strictement business ou de tout en général? Non, immobilier. OK. Que immobilier, peut-être un peu business, mais oui, c'est drôle, ce matin on parlait de recrutement, puis comment vraiment bien positionner nos offres pour staffer. Fait que ça part dans toutes les directions, mais c'est essentiellement, on est tous des gars d'immobilier. Il y en a 2 qui sont dans la construction, mais à toute fin pratique, ils font de l'immobilier. Oui. Donc, mais bref, c'est même pas... Le point est que ça, c'est nouveau. Ça fait peut-être 3-4 mois que je fais ça avec cette gang-là. Fait que, pour moi, ça, c'est assez nouveau. Sinon, autrement, je commençais à ma planification. Là, je la jump plutôt à 6 heures, puis de 6 à 7h30, 8 heures, c'est planification. Même on se retrouve là, avec Laurence pour justement là, brasser notre éveil, là.
Tu sais, puis c'est un peu, c'est un peu ésotérique, mais tu sais, nous, avant 7h30, là, c'est très peu business. Quoique mon 5 à 6, il y a un peu de business, mais sinon, c'est très peu business. C'est justement là où on échange sur nos lectures, sur nos apprentissages, sur ce que je peux avoir discuté ou appris avec la gang le matin. Donc, pour moi, il y a quand même une période très importante où je m'éduque, là. Tu sais, où je me remplis, je m'enrichis intellectuellement. Puis ça, c'est super important pour moi. Puis après ça, ben c'est des tâches transformationnelles. Donc, je n'exécute jamais l'avant-midi. Moi, c'est là où je considère que je suis le plus payant, je suis le plus performant pour ma business. C'est l'avant-midi, c'est là où j'exécute des tâches de type transformationnel. Donc, je m'éduque, je développe des idées, je stratégise. Ah ouais. C'est quoi? Ah ouais, c'est ça. C'est quoi? Stratégiser. Ouais? Ah ouais, c'est Ah ça. ouais, c'est pas grave. On a le droit. Ah Ok. ouais. Ah ouais, c'est correct, je te le permets. Parfait, merci. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est un moment où j'applique la créativité pour permettre d'atteindre des nouveaux seuils ou des nouveaux steps dans ma business. Tu sais. Puis c'est tellement important pour nous de garder ça comme ça. C'est notre meilleur jus, tu sais, c'est notre meilleure énergie qu'on a. C'est là où on est le plus frais et dispo. L'après-midi, ben là, on enclenche des missions. Là, tu sais, la checklist, là, finalement, là, les tâches, là, c'est essayer d'en enclencher le plus possible jusqu'à 5-6 heures. Puis après ça, ben on casse. Là, à travers ça, nous, on a un petit strategic thinking. Là. En après-midi, on a un moment là, vers 2h30. On lâche tout, on s'appelle ou si on est ensemble, on jase sur une problématique puis on la pousse pendant 10 minutes. 10-15 minutes là, pour nous, là, c'est on brainstorm. Dans le fond, c'est une séance de brainstorming complètement champ gauche. C'est le café des Italiens à 2h30 ou nous, dans le fond, on était des grands joueurs d'échecs. Puis c'était un moment où on jouait habituellement aux échecs. Puis là, avec la business, c'est comme ça fait au moins 5-6 mois, c'est pas plus. Je pense que ça fait 6 mois qu'on n'a pas été rigoureux sur nos games d'échecs. Donc, pour nous, c'est du brainstorming actuellement. C'est là où on émerge souvent vraiment des bonnes idées, des bonnes solutions. On développe des personas. On est très pro-personnel. Donc, créer un personnage type pour un poste, pour une clientèle, pour je sais pas moi, pour un nouvel employé, ou définir le Marcel parfait ou la petite Julie parfaite pour telle et telle action. Donc, c'est souvent dans notre strategic thinking qu'on fait ça. Puis, justement, le soir, c'est un moment où on se réunit, on se recueille et on s'aime. Oh, C'est le seul que je c'est connais. cute. Il se regardait avec le petit regard romancé. Mais c'est super cool. Tu sais, en fait, moi, c'est un peu comment qu'on s'était connu avec la structure. Moi, je suis moins structuré un peu. Il faut que je m'améliore un peu. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir vraiment une routine qui est particulière. Parle-moi de performance. On parlait un petit peu avec Laurent, justement, avant de combien tu vaux l'heure. Puis, parle-moi un petit peu de ça. Je pense que tu avais un petit exercice ou du moins une petite mentalité par rapport à ça. Puis, je trouvais ça quand même vraiment intéressant. Puis, des fois, on sort pas à ce niveau-là pour se dire, écoute, on parle souvent de travailler dans le business versus sur la business. J'ai goût que tu me parles de ça un petit peu. Oui, ben on en parlait justement à l'entracte. À l'entracte. Nous avions cette discussion-là justement par rapport la réflexion d'être dessus son X en termes de productivité versus valeur ajoutée dans sa business. Il y a comme un X parfait entre je produis puis je valorise ma business. Puis malheureusement, puis ça, je pense que c'est un grand syndrome de l'entrepreneur. Encore une belle généralité ici. Non, mais 100%. Non, mais on est opportuniste. On a de la difficulté à dire non. Puis ça, c'est tellement difficile pour un entrepreneur de dire non. C'est tellement un petit mot. Puis quand on était enfant, on était des pros du non. Puis quand on est devenu adulte, on a comme un autre rapport au non. Puis aujourd'hui,
dans la business, puis personnellement, Laurence, que ce soit toi, JP, tu sais, on fait toutes des tâches qu'on ne devrait pas faire, tu sais. Qu'on ne devrait littéralement pas faire, qu'on fait perdre de l'argent à notre business parce qu'on le fait. Ouais. Tu sais, puis ces tâches-là, on prend souvent pas de recul pour observer. C'est qu'est-ce qu'on devrait finalement pas faire parce qu'on sabote notre temps. Tu sais, on sabote nous-mêmes, on s'auto-sabote du temps de qualité pour performer dans ce quoi on est le plus payant. Tu sais. Puis ça, là, c'est ça. C'est un exercice qu'on faisait à l'époque, puis je le trouve tellement pertinent quand on en reparle. C'est de valoriser combien, on faisait un peu l'exercice, tu sais, que ce soit en refinancement, que ce soit en cash flow, que ce soit... Création d'équité, là. Peu importe combien tu fais. Tu sais, on va mettre un chiffron, là, on fait 100 000 cette année, on travaille 2000 heures, combien tu vaux de l'heure? Fine. Maintenant, travailles-tu 2000 heures ou travailles-tu 4000 heures? T'sais? Dans les faits, là. T'sais, réellement, puis on est juste comme entre nous deux, trois. Il n'y a personne d'autre qui écoute ça, ce show-là. Là. Personne d'autre, mais on travaille beaucoup plus que qu'est-ce qu'on pense qu'on travaille. Là. Non, clairement. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Moi, parce que souvent, on dit on travaille pas, mais c'est parce qu'on a du fun, mais dans le bout de ligne, tu travailles pareil. Même si tu es arrêté, je présume que ça arrive l'été qu'avec les gars, le vendredi, tu veux leur donner, ils ont travaillé 60 heures la semaine, puis le vendredi midi, tu peux arriver avec le caisson de bière ou le rhum, je ne sais quoi, puis de gâter tes gars. Mais crème, tu es quand même au travail pendant ce moment-là. Puis même si tu arrives à 3 heures à la maison pour peut-être donner un autre petit blitz, ou pas, tu sais, mais ton 2-3 heures que tu as fait du gentlemanry ou tu as fait une petite culture d'entreprise ou whatever, tu as quand même agi dans une position professionnelle, tu sais. Même si ça n'était pas nécessairement comme on le voit puis on se l'imagine, là, mais fondamentalement, tu travaillais, là. Tu n'étais pas en train de cueillir des marguerites, là. Cueillir des marguerites, j'aimerais ça. C'est ma nouvelle passion, je pense. C'est pas ça que tu... Ouais. Non, mais faut t'attendre en juillet pour ça. On fait des blagues, mais tu as 100% raison. Puis, moi, je le dis souvent à la maison, des fois, même des fois, j'essaie d'écouter un petit peu de TV le soir, un District 31. Puis là, crime, j'ai oublié de penser à ça. Parce que moi, j'ai toujours 8 hamsters qui me courent dans le tête. Tout le temps. On travaille pas, on prend un petit moment tranquille à la maison. Tu travailles pareil, tu as toujours de quoi. C'est un petit peu ça, des fois, d'essayer de distribuer les tâches. Puis, je parlais avec mon exemple que j'ai donné tantôt. T'sais, on parlait de justement, puis dans l'immobilier, ça peut aller quand même très vite. Là, quand tu fais moi, je fais du neuf, c'est la création d'équité, le cash flow. Mais en bout de ligne, moi, je faisais ma comptabilité. L'exemple que j'ai donné à l'entracte. Je trouve ça beau, ce mot-là. Ça pose, l'entracte. Mais je faisais ma comptabilité. Maintenant, c'est ma mère. L'intermède. Mais maintenant, c'est ma mère qui fait ma comptabilité. Puis, juste ça, c'est peut-être 2-3 heures par semaine. Quand tu commences à faire la construction neuve, tu as bien des factures qui rentrent, c'est de la gestion rentrée, tout ça. 2-3 heures par semaine, c'est pas tant que ça, c'est 2 heures par semaine, mais 2 heures fois 52 semaines, c'est 100 heures que tu viens de perdre dans ta business. Oui. Là. Ça va vite en tabarnouche. Absolument. C'est ces heures-là, 1 heure, mais c'est peut-être un meeting de moins avec un investisseur ou 2-3 cognages de porte de moins. Il y a différentes choses, ça va vite. C'est pas toujours évident en expansion, ça va tellement vite. Comme il dit, de voir ton X là, dans le fond. Là, un 5 heures par semaine dans une année, c'est comme 250 heures. T'sais. C'est énorme. Comme 5 heures dans une semaine, ça peut aller vite. Là. C'est un avant-midi. Là, moi, je faisais la réflexe parce que le mastermind, on s'est dit comme... Il y a des trucs où on fait puis comme il n'y a pas de valorisation, il n'y a pas un signe de dollar qui est attaché à ça, mais ça pèse dans ton aire de vie de ton année. T'sais. Fait qu'au final, quand on fait le grand exercice de combien tu vaux de l'heure réellement, puis je le conseille à tout le monde de le faire au moins une fois par année, cet exercice-là. D'habitude, entre 9 et jour de l'an, c'est un bon moment pour se remettre un peu en question par rapport à pour te rendre compte que tu vaux vraiment pas cher de l'heure. En fait, finalement. En fait, souvent, c'est un reality check. Tu as bien raison. C'est une prise de conscience qui est souvent au détriment de l'entrepreneur. Là. Mais de faire un tremplin, faire du pouce sur ça, c'est assurément de s'ajuster, puis là, d'être agile, puis de prendre
justement une menace puis d'en faire une opportunité. Tu sais. Donc, hey, je réalise que je passe, je sais pas moi, 1000 heures par année à faire de la comptabilité, puis que, j'aime pas vraiment ça. 2, mon comptable, il trouve que je suis pas si doué que ça. Puis 3, puis 3, it's time consuming. Tu sais, ça me prend du temps dans ma vie que je fais pas autre chose que d'habitude j'aime ou que je suis plus performant. Tu sais. Donc, quand tu as cette prise de conscience-là, ben, ça te permet probablement de chiffrer comment, tu sais, de valoriser la personne qui va être en mesure de pallier à cette tâche ou à cette fonction. Tu sais. Donc, pour moi, c'est toujours de se rapprocher le plus possible de son revenu utopique là, ou d'avoir une concentration parfaite entre combien tu vaux et combien tu veux valoir. Et qu'est-ce qui. Tu sais, je pense pas que tu vas travailler moins dans la vie nécessairement. Là. C'est juste que tu vas travailler mieux. Ce que tu vas faire, ça va juter ton plein potentiel, tu sais. Ah, ça, pour moi, c'est la façon d'accéder à la meilleure version de toi-même, ça. Oui, puis tu sais, pour rajouter sur ce que tu dis, moi, j'avais fait l'exercice vulgairement, tu sais, puis tu te rends compte que moi, je valais beaucoup cher de l'heure, mais je faisais des affaires qui étaient vraiment improductives, tu sais. Faire de la tenue de livre, faire du classement de dossiers, tu sais. Moi, là, je classe tout dans OneDrive, je mets tout organisé, mais maintenant, je transfère les courriels, c'est ma soeur qui s'en occupe, ou ma mère qui s'occupe de tout, mettre les affaires. C'est du niaisage, mais 1 heure par semaine. Moi, j'aime ça, la micro-objectivation. 1 heure par semaine, c'est une semaine complète de travail que tu as perdu sur l'année. Absolument. C'est incroyable. Des fois, évidemment, là, je ne commencerai pas à habiller mes amis quand je vais prendre une bière, là, tu comprends? Non, mais juste pour que les gens se remarquent, ils sont mongols. Mais ça te permet de, justement, moi, le mois d'août, c'est ma fête, puis mi-juillet, faire une semaine de construction, puis jusqu'à fin août, souvent, c'est mon moment dans mes 5-6 semaines où je joue au golf, on relaxe, on va passer du temps au chalet. Mais c'est parce que j'en ai travaillé plus, puis bientôt, je vais travailler mieux pour avoir du temps aussi, parce que c'est bien beau, là, on parle souvent du rat race, on en avait parlé à un moment donné ensemble. Moi, je veux avoir la liberté, mais à tous les entrepreneurs, puis c'est juste ça que je fais. Là, en off-mic, c'est comme, je suis tellement occupé. En bout de ligne, on est dans le même rat race. C'est juste que là, on travaille pour notre poche, on travaille pour notre avenir. Évidemment, à un moment donné, c'est prendre le recul aussi, puis se dire, OK, là, on a optimisé. Là, évidemment, il y a des choses que tu ne peux pas éliminer dans une business. Il y a toujours des irritants. Puis, moi, je pensais, je vais devenir entrepreneur, ça va être donc bien le fun, je vais tout faire ce que je veux. Non, malheureusement. Mais si on est capable d'enlever moi j'appelle ça des irritants, des choses que tu dis, dans le fond, combien je vaux, puis combien je vaux à faire ça pendant ce temps-là? Ben là, ça coûte 50$, je vaux 200$, je viens de gagner 150$. Là. Souvent, on dit, là. Oui, c'est carrément ça. À ce temps-là, mais là, c'est comment ça vaut 1 heure de prospection? Tu tapes un deal, puis ton deal vaut 300$, mais ça vaut 300$. Combien ça vaut aller faire ton épicerie? C'est quand tu commences à mettre ça. Hey, je vais-tu porter mon linge au nettoyeur? Parce que, tu sais, pour moi, ces actions-là, là, qui est du transactionnel, est-ce que quelqu'un, tu sais, c'est tout presque normal pour nous de faire déneiger puis se faire couper son gazon, là. Ah, tout à fait. Mais tu sais, mais le 20 ans, c'était anormal, là, ceux qui faisaient faire ça, là. Oui, c'est vrai. Puis aujourd'hui, c'est comme tout normal. Moi, ça va faire presque 1 an qu'on fait faire notre épicerie. Le ménage, toutes des tâches qui fait qu'en sorte que quand mes enfants arrivent, ben c'est ready to enjoy. Ce qui fait que je suis pas en train de faire le Costco avec eux autres puis d'essayer de les garder tout autour d'un carrosse puis d'aller chercher les bonbonnes de propane ou de faire laver mon auto. Tu sais, toutes des tâches tout à fait. Auxquelles j'essaie d'esquiver parce que fondamentalement, là, si je suis en train d'attendre dans un line-up chez Rona pour un morceau de bois à 12$, là, ou je sais plus combien c'est. Mais tu sais, il y a un problème au niveau de mon efficience. Puis ça peut s'appliquer autant, tu sais, tes exemples que tu donnes, ça peut s'appliquer autant pour la vie personnelle où on veut passer du meilleur temps, du temps de qualité. Puis des fois, mais on n'optimise pas. Puis on a tous des exemples, on fait comme, voyons donc, c'est vrai, l'épicerie. Même nous autres, là, tu sais, l'épicerie, c'est comme moi, c'est une corvée à aller faire l'épicerie. Absolument. On n'a rien à battre. Là. Absolument. Puis, tu sais, pendant la COVID, on l'a tout vécu, là, le service de livraison. Là. Ben oui. Tu sais, mais, hey,
Wow, comme l'efficacité. Une femme de ménage, tu sais, juste ça. Hey, une femme de Une ménage. femme Ça de coûte trop ménage. cher. Non, ça, c'est vraiment misogyne. Moi, j'ai un garçon de ménage. Ou un garçon, bien sûr. J'ai un garçon de ménage Mais- qui s'appelle Gilles. Puis Gilles a des pantalons cargo et il court aussi vite que Sylvie. Ah, mais on dit femme de ménage, mais une équipe de ménage, il y en a de plus en plus. Là, tu sais, on en a dans le Ça banc. sauve du temps, c'est De clair. plus en plus. Puis juste ça, des fois, tu te dis, ah, ça coûte cher. Mais écoute, pendant ce temps-là, tu sais, la fin de semaine, samedi matin, là, tu te lèves des fois et tu es juste tranquille avec ton café. Es-tu content que le ménage soit fait? Ça Ça, c'est- coûte-tu cher, ça? C'est réflexe de consommateur. Mais Exactement. ouais. Non, mais même en tant qu'entrepreneur, tu dis, ah, ouais, non, là, tu sais, je vais le faire. Mais j'ai pas le goût. Tu sais, à un moment donné, c'est même plus monétaire, c'est le temps de qualité. Ah Tu te ouais, dis, c'est vraiment ça. le matin, tu te lèves, t'es-tu bien? Ah, c'est fait, c'est réglé. Ben, ça, c'est l'impact positif que ça a. Mais au final, l'heure par semaine que tu parlais, tu sais, Ah, c'est c'est 50 100 heures de... heures d'année. Tu sais, mets-les à 2 heures. Te déplacer au Costco, te déplacer à des... Tu sais, mets-les à... Pour moi, j'aime mieux être... Tu sais, de m'appauvrir que d'aller faire ce type d'action-là qui, à toute fin pratique, ne bonifie pas ma vie. Là. Tu sais, je deviens pas une meilleure personne parce que je connais les rangées chez Costco. Je deviens pas une... Je ne m'épanouis pas, je ne suis pas plus performant, je n'ai pas trouvé la solution à mes enjeux d'acquisition, je n'ai pas développé un nouveau partenariat, je n'ai pas travaillé sur former un staff, je n'ai pas optimisé un bail ou... J'ai rien fait de ça, là. Ce que j'ai fait, c'est de cocher banane, œuf... Non, mais... Au final, comme aucune compétence nécessaire pour faire ça. Ben non. Aucune attitude de gagnant pour faire ça, là, à part... tu sais, c'est assez... Puis j'ai beaucoup de respect pour Gilles. On salue Gilles. Non, mais c'est parce que souvent, tu sais, ça sera jamais parfait. Là. On a l'air un peu extrémiste, là, mais ça sera jamais parfait. Mais tu sais, on peut juste couper la moitié de ça. Tu sais, des fois, c'est juste de dire, hey, si je suis capable de couper la moitié des tâches qui sont énergivores, là, je vais dire, en temps, où tu te dis, hey, dans le fond, tu sais, peut-être que je peux aller courir mon 20 minutes, que je dis que j'ai jamais le temps d'aller courir. Ben, J'ai pas le temps d'aller ben courir. oui. C'est parce Ben que tu oui. prends pas le temps parce que tu... Fait que, tu sais, puis moi, là, je lève la main, là, je suis le premier à être désorganisé dans ces affaires-là. Mais Aussi. tu sais, ça Non, me permet je regarde de... ton setup ici. Non, mais c'est non, vrai, mais- bravo. Tu sais, ça, je veux te le Ben, merci, souligner, JP. Vraiment, belle initiative, spectaculaire organisation. Ah ouais, c'est vraiment vraiment ça coche. branding, Bon. équipe du Ah, tonnerre. ça coche. Je veux te le dire, je suis Ben, merci. sensible à toute la qualité que tu mets autour de ce projet-là. Puis c'est chapeau, bravo. Bon, on va mettre le bruit de... Je suis gêné. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est déjà la fin, malheureusement. Il faut s'arrêter parce que c'est comme ça. Mais merci beaucoup. Merci à toi. Marie-Léonore Ça fait d'avoir plaisir, été JP. là Encore en une fois, co-animation. c'était merveilleux. Jean-Charles, toujours un plaisir. Vraiment excellent. Donc, on mettra les coordonnées là, pour te rejoindre dans le podcast. Donc, Rebelle Hôtel, Jean-Charles Goyesh. Merci beaucoup. On a toujours une pratique là, en fin d'émission, là, une petite surprise. C'est quoi qu'on souhaite à Jean-Charles Goyesh dans les prochains mois, les prochaines années? Un déconfinement total et absolu. C'est quoi tu fais dans ton déconfinement une fois que c'est déconfiné? Je fais des grands rassemblements. Excellent. Avec on te souhaite des grands rassemblements Des très grands. déconfinés. Absolument. Merci à tous pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine dans le podcast Le 13e étage. On va parler des vraies affaires. Merci. Ciao. Plaisir.